Le 23 octobre 2011, à Sepang, en Malaisie, le MotoGP a basculé pour toujours. Ce matin-là, la chaleur tropicale semblait différente, plus lourde, presque oppressante. La piste fumait sous le soleil, les tribunes vibraient au rythme des tambours et des drapeaux, et l'odeur d'essence brûlée flottait comme un rappel. Ici, rien n'est banal. Parmi les moteurs prêts à rugir, un nom ressortait plus fort que les autres. Marco Simoncelli. Une silhouette inoubliable, une crinière folle, un regard qui ne reculait jamais, un pilote que rien ne freinait, ni la peur, ni la prudence, ni les risques. Il était l'étincelle la plus vive du championnat. Un talent brut, imprévisible, magnifique. Le genre de pilote qui divise, mais qui ne laisse jamais personne indifférent. Et avant de poursuivre, si tu découvres cette chaîne, sache qu'elle vient tout juste de naître. On démarre de zéro, et si tu veux soutenir ce projet consacré aux histoires les plus fortes du sport moto, abonne-toi. C'est littéralement ce qui nous permet de continuer et d'en raconter d'autres. Ce jour-là, personne ne pouvait imaginer qu'il s'apprêtait à voir le dernier départ de sa vie. Les feux s'éteignent, les moteurs hurlent, et en quelques minutes seulement, la joie se transforme en incompréhension, puis en silence. Pas un silence normal, un silence que l'on ressent dans le ventre. Le genre de silence qui écrase tout, les applaudissements, les cris, même le bruit des moteurs qui continuent de tourner au loin. Le 23 octobre 2011, à Sepang, une question naît et ne quittera plus jamais les fans, les pilotes et toute l'histoire du MotoGP. Que s'est-il réellement passé cet après-midi-là ? Et comment un garçon né dans les collines d'Italie est-il devenu l'une des flammes les plus brillantes et les plus brèves de toute la MotoGP ? Pour comprendre ce moment, pour comprendre ce qui s'est passé à Sepang, il faut revenir bien avant l'accident. Revenir là où tout a commencé, dans une petite ville italienne au bord de l'Adriatique, où un gamin aux cheveux déjà indisciplinés courait dans les ruelles avec un rêve beaucoup trop grand pour lui. 20 janvier 1987, Cattolica, Italie. Marco Simoncelli naît chez Paolo et Rossella, dans un univers qui sent autant le sucre du gelato que l'essence froide du garage familial. Paolo tient un petit glacier, mais sa passion véritable, c'est la moto. Et très vite, cette passion devient l'héritage de Marco. À 4 ans, Paolo met entre ses mains une Suzuki 50 cm3, pas un jouet, une vraie petite machine. Marco grimpe dessus, tourne la poignée, et personne ne réussira jamais vraiment à l'arrêter. Il roule jusqu'à vider le réservoir, puis revient en courant, essoufflé, pour demander « Encore une fois, papa ». Ce n'est pas un enfant qui découvre un loisir, c'est un enfant qui trouve sa nature. À 10 ans, il devient champion national de mini-moto. À 13 ans, dans les paddocks, une phrase commence à circuler. Ce gamin, il pourrait être le prochain Valentino Rossi. Mais contrairement à d'autres prodiges, Marco apprend la dureté du sport très jeune. Il chute, beaucoup. Il se relève, toujours. Chaque chute forge ce qui deviendra sa signature. Dompter le chaos. S'accrocher à la limite comme si elle lui appartenait, refuser d'abandonner, même quand tout semble perdu. 2004, Grand Prix d'Espagne. Jerez, il pleut fort. Les autres pilotes se crispent, jouent la sécurité. Mais pas Marco. Lui, il voit une opportunité. Une piste glissante, un terrain où seuls les plus braves osent vraiment rouler. Il attaque. Encore. Et il gagne. Simoncelli mérite de remporter le Grand Prix d'Espagne. À cet instant, le monde moto comprend qu'un pilote différent vient d'arriver. Un pilote qui ne négocie pas avec la peur. En 250 cm3, il rejoint l'équipe métise Gilera. C'est là qu'il croise la route de Valentino Rossi, déjà une légende vivante. Marco, timide mais déterminé, ose lui demander « Je peux m'entraîner avec toi ?» Rossi dit oui. Ce jour-là, un lien unique naît, un maître et un élève. 2 Italiens unis par la même obsession, aller plus vite que tout le monde. Rossi dira plus tard « Il me rappelle moi, quand j'étais jeune. 2008 n'est pas une saison. C'est une démonstration. 6 victoires, 12 podiums, 7 pôles. Un pilotage agressif, spectaculaire, parfois controversé, mais toujours inoubliable. Il devient champion du monde 250 cm3, et il le devient à Sepang, sur ce même circuit qui, quelques années plus tard, portera son nom dans les mémoires. Lorsqu'il célèbre son titre, il dit simplement « Je pense être l'homme le plus heureux du monde ». Et tout le monde le croit. En 2010, il fait ses débuts en MotoGP chez San Carlo Honda Gresini. Ce n'est pas une moto factory, mais Marco s'en moque. Il veut juste se battre. Et il le fait.
En 2011, Gresini lui offre une Honda RC 212V Factory Spec. Et là, le phénomène explose. 2 pôles, 2 podiums, 6e au classement général, une présence médiatique gigantesque. On le surnomme Il Sick, le rock, l'imprévisible, l'artiste qui dessine ses trajectoires comme personne, et personne n'a encore conscience que l'histoire s'apprête à basculer. Avant Sepang, avant l'accident, avant le silence, il y avait quelque chose qui définissait plus que tout Marco Simoncelli, son style de pilotage, un style qui n'appartenait qu'à lui, brut, instinctif, parfois incompris, souvent critiqué, mais toujours spectaculaire. Il avait cette manière unique de se jeter dans un virage comme si le monde allait s'arrêter s'il ne passait pas tout de suite, là, maintenant, à fond. Un commentateur dira un jour « Simoncelli ne pilote pas pour la position, il pilote pour la vérité, sa vérité ». En 2011, Marco devient l'un des pilotes les plus regardés du paddock. Et aussi, l'un des plus discutés. Son dépassement agressif sur Dani Pedrosa au Mans crée une vive polémique. Pedrosa se blesse à la clavicule. Les critiques pleuvent. Jorge Lorenzo déclare publiquement « Marco doit comprendre qu'il met en danger les autres ». Mais Rossi, fidèle à lui-même, répond immédiatement « C'est son style. Il n'est ni méchant ni dangereux. Juste Marco. » Et c'est là toute la vérité. Marco n'a jamais cherché à blesser qui que ce soit. Il pilotait comme il vivait entièrement, sans filtre, sans calcul. Malgré les critiques, quelque chose change chez lui en 2011. Son agressivité se transforme en maturité. Ses dépassements deviennent plus construits, moins improvisés. Il commence à gérer un peu ce feu intérieur qui le brûle depuis l'enfance. En deuxième moitié de saison, tout le monde le voit. Simoncelli est en train de franchir le cap que tous les futurs champions franchissent. À Phillip Island, il monte sur le podium. Son premier en MotoGP. Un moment fort, touchant, puissant. Moins d'une semaine plus tard, il arrive à Sepang, plus rapide, plus calme, plus complet, plus dangereux, pour les autres, et pour lui-même. Sepang 2011. L'atmosphère avant la tempête. Ce week-end-là, beaucoup de pilotes racontent avoir senti quelque chose d'étrange. La chaleur est écrasante, les pneus souffrent, la piste devient imprévisible. Plusieurs chutes ont déjà eu lieu dans les catégories inférieures. Dans les paddocks, malgré les sourires, les mécaniciens sont tendus. Et Marco semble prêt à aller chercher un nouveau podium, prêt à se battre, prêt à montrer au monde qu'il n'est plus seulement un jeune talent, qu'il est un futur champion. Personne ne sait alors que le destin est déjà en train de se resserrer autour de lui. 23 octobre 2011, Sepang, 14 heures passées. La grille se remplit, les moteurs s'échauffent, la chaleur monte encore. Marco s'installe sur sa Honda. Son regard est calme, concentré, presque serein. Il sort d'un podium à Phillip Island. Il est dans la forme de sa vie, et sa Honda fonctionne à merveille. Les feux s'éteignent, le vacarme explose, la course commence. Marco prend un bon départ. Dans les premiers virages, il se place dans le groupe de tête. Et très vite, il se retrouve dans une bataille intense avec Alvaro Bautista. C'est du pur Simoncelli. Coude au sol, tête basse, regard planté dans la trajectoire. Une attaque continue. Une guerre de volonté, tour 2. Virage 11, un virage rapide, piégeux, où la moindre erreur ne pardonne pas. Marco arrive fort, très fort. Au moment d'incliner, il perd l'avant. Sa Honda glisse. Bautista en profite, repasse à l'intérieur. Jusque-là, rien d'anormal. Un sauvetage classique, un front tuck comme on en voit chaque week-end, mais dans la fraction de seconde suivante, tout change. Alors que Marco récupère de l'adhérence, le pneu avant raccroche violemment. La moto se redresse d'un coup sec. Un snapback. Une réaction mécanique brutale, imprévisible, typique des prototypes 800 cm3. Et cette réaction projette Marco en travers de la piste, exactement dans la trajectoire de 2 autres pilotes, Colin Edwards et Valentino Rossi. À plus de 130 km/h, personne ne peut éviter quoi que ce soit. Edwards arrive premier, Rossi juste derrière. La Honda de Marco traverse la piste. Edwards percute la moto, puis Rossi percute Marco lui-même. Un choc d'une violence extrême. Dans l'impact, le casque de Simoncelli se détache. Un événement rarissime. Les casques MotoGP sont testés pour résister à des forces bien supérieures à la réalité. Mais ce jour-là, la combinaison d'angles, de vitesse et d'énergie crée une situation quasiment impossible à prédire. Lorsque Rossi se retourne, il voit Marco allongé sur l'asphalte, immobile. Son frère de cœur, son élève, le jeune homme qu'il avait accompagné depuis des années. Les commissaires accourent, la course est immédiatement interrompue. Le paddock retient son souffle. Officiellement, les équipes médicales tentent la réanimation pendant de longues minutes. Mais la conférence de presse donnée quelques heures plus tard est claire. Les blessures étaient incompatibles avec la vie. Traumatisme massif au cou, à la tête et au thorax. Selon les médecins, Marco n'a probablement rien senti.
Pour beaucoup dans le paddock, cela n'efface rien, mais c'est un maigre soulagement. Dans la précipitation, certains spectateurs filment l'intervention des commissaires. Les images, bien que floues, montrent une civière instable, difficile à manœuvrer. Cela alimentera une controverse après la course. Rien n'aurait pu changer l'issue. Mais cette confusion restera dans la mémoire de ceux qui ont vu la scène en direct. À 16h56, le verdict est rendu public. Marco Simoncelli est déclaré décédé. Dans les stands, le silence s'abat d'un coup. Les mécaniciens cessent de bouger. Les pilotes s'effondrent. Certains pleurent, sans chercher à se cacher. D'autres restent figés, incapables de parler. Pour la première fois, depuis très longtemps, le MotoGP entier semble vide. Alors que le paddock sombre dans la douleur, une partie du public réagit avec incompréhension. Certains spectateurs, ne réalisant pas la gravité de ce qui vient de se produire, protestent lorsque la course est annulée. Des témoignages évoquent des cris, de la colère, même quelques projectiles. Un contraste terrible, presque irréel. Le paddock en deuil. Une partie des tribunes dans la confusion. Ce détail rarement évoqué montre à quel point la scène était chaotique, brutale, déroutante. Lorsque la nouvelle tombe, le circuit de Sepang semble se transformer d'un seul coup. Quelques minutes plus tôt, tout vibrait. Les moteurs, les tribunes, la chaleur, les couleurs. Maintenant, tout est figé. Dans la voie des stands, les mécaniciens n'osent plus bouger. Certains restent accrochés à leurs outils, comme si le geste pouvait les ramener à la réalité. D'autres laissent tomber leurs gants au sol et se prennent la tête entre les mains. On dit souvent que le paddock est habitué au danger. Quiconque travaille dans ce milieu connaît le risque. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Personne ne parle. Personne ne sait quoi dire. Parmi tous les pilotes, un homme est touché au cœur. Valentino Rossi. Le mentor, l'ami, le grand frère de toujours. Il reste en Malaisie. Il refuse de rentrer en Italie tant que Paolo Simoncelli, le père de Marco, n'aura pas récupéré les affaires de son fils. Dans le box Gresini, Rossi aide à démonter la moto. Il range les gants, le casque, le cuir encore imprégné de sueur. Il replie la chaise où Marco s'assoyait avant chaque départ. La scène est simple mais brise tout le monde. Rossi, le champion du monde, effondré, silencieux, incapable de masquer ses larmes. Il dira plus tard « J'ai pleuré pendant des heures. Nous n'avions plus rien à dire. Rien du tout. » Quelques instants après l'annonce du décès, Dorna, la FIM et la direction de course publient un message clair « Le Grand Prix de Malaisie est annulé. Pas de second départ, pas de podium, pas de cérémonie. » Le MotoGP vient de perdre l'un de ses talents les plus flamboyants. Le sport entier entre en deuil. 2 jours plus tard, l'avion transportant le corps de Marco atterrit à l'aéroport Leonardo da Vinci, près de Rome. Et là, quelque chose de prodigieux se produit. Plus de 20 000 personnes sont présentes. Des familles, des jeunes, des anciens, et des fans qui n'avaient jamais rencontré Marco mais qui avaient l'impression de l'avoir toujours connu. Ils brandissent son numéro, le 58, devenu symbole national. Ils chantent son nom comme on célèbre un champion. Et le cortège qui accompagne la dépouille jusqu'à Coriano ressemble plus à une parade triomphale qu'à un retour tragique. Le corps de Marco est exposé dans un petit théâtre de Coriano, sa ville d'origine. Pendant des heures, des milliers de personnes défilent en silence. Des fleurs recouvrent les marches. Des photos s'accumulent. Des lettres d'enfants, des casques miniatures, des drapeaux italiens. On dit que dans ce théâtre, il n'y avait plus ni bruit ni pleurs, juste une tristesse immense et une gratitude profonde d'avoir connu un pilote comme lui. La messe est célébrée à l'église de Santa Maria. À l'extérieur, les rues sont noires de monde. Il n'y a pas assez de place dans l'église. Il n'y a même pas assez de place dans le village. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, tout le team Gresini, tous sont là, épuisés, marqués, solidaires. La moto de Marco est garée devant l'église, son casque posé sur la selle, comme si elle attendait son pilote. Comme si elle refusait d'accepter qu'il ne reviendra pas. Paolo Simoncelli, son père, se tourne vers le cercueil et murmure « Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus ». À la fin de la cérémonie, un silence tombe sur la foule. Puis, un applaudissement éclate. Immense, continu, profond. C'était la demande de la famille. Pas de chuchotement, pas de larmes étouffées, du bruit, comme Marco l'aurait voulu. Et dans les rues de Coriano, les moteurs de centaines de motos se mettent à rugir ensemble. Un hommage vibrant, vivant, sonore. Le dernier rugissement pour un pilote qui refusait de s'éteindre. Même après son dernier tour de roue, Marco Simoncelli ne s'est jamais vraiment arrêté. Son histoire n'a pas pris fin à Sepang. Elle a pris une autre forme, un héritage immense, profond, vivant, qui continue encore aujourd'hui. Certains pilotes deviennent des champions.
D'autres deviennent des légendes. Marco, lui, est devenu un symbole. En 2012, à peine un an après le drame, une décision historique était prise. Le circuit de Misano, l'un des temples du sport italien, change de nom. Il devient officiellement Misano World Circuit Marco Simoncelli. Une reconnaissance rare, un hommage immense, un message pour rappeler que certains pilotes ne disparaissent jamais vraiment. Chaque année, lors du Grand Prix de Saint-Marin, des milliers de fans brandissent des drapeaux blancs et rouges, le numéro 58, et une phrase devenue culte, « Sic et per sempre », Sic et pour toujours. Paolo Simoncelli, son père, refuse de laisser le nom de son fils s'éteindre. Alors il fonde une équipe, SIC 58 Squadra Corse, une structure conçue pour former les jeunes pilotes, les guider, les protéger et leur transmettre l'esprit de Marco. Audace, respect, passion. L'équipe se bat aujourd'hui en Moto 3 et dans les championnats de formation. Chaque victoire est dédiée à Marco. Chaque podium est une célébration de sa mémoire. Paolo dira un jour « Tant que des jeunes rouleront avec son numéro sur la moto, Marco ne sera jamais parti. » Si Paolo perpétue son rêve, Valentino Rossi perpétue son esprit. Quelques mois après la disparition de Marco, Rossi crée la VR46 Rider Academy, un centre d'entraînement, une école, une famille, là où les futurs champions italiens apprennent à rouler, à tomber, à se relever, comme Marco l'aurait voulu. Les pilotes qui sortent de cette académie portent tous quelque chose de lui. Ce grain de folie, ce refus de renoncer, cette envie de gagner sans perdre son sourire. Parmi les plus fameux, Franco Morbidelli, champion du monde Moto 2, Francesco Pecco Bagnaia, double champion du monde MotoGP. Marco Bezzecchi, l'un des plus talentueux de la nouvelle génération. Luca Marini, désormais pilote MotoGP aussi. Certains grands journalistes italiens écriront même « À travers Pecco, Marco est revenu sur la plus haute marche du monde. 5 ans après sa disparition, le MotoGP annonce que le numéro 58 ne sera plus jamais porté. Jamais. C'est un honneur extrêmement rare, réservé aux pilotes dont l'histoire dépasse les résultats. Un numéro transformé en symbole, un numéro devenu mémoire. Aujourd'hui encore. Dans les paddocks, sur les motos miniatures des enfants, dans les tribunes de Misano, sur les casques des fans, dans les paroles des pilotes, le 58 apparaît partout, pas comme un numéro, pas comme une statistique, mais comme une flamme qui a illuminé le MotoGP, une flamme qui brûle encore, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Parce qu'au fond, Marco nous a appris quelque chose que peu de pilotes ont su transmettre. La course, ce n'est pas seulement gagner. C'est une manière de vivre, pleinement, follement, intensément, sans jamais reculer. Il avait seulement 24 ans. Mais les légendes n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Elles ont besoin d'un cœur colossal et d'un courage qui défie tout. Marco Simoncelli ne vivra peut-être pas pour toujours, mais il sera dans nos cœurs, pour toujours. Et c'est pour ça que le monde de la moto ne l'oubliera jamais.